Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des sérologies de la grossesse. Tout d'abord, je voulais déjà vous remercier pour tous vos abonnements. Le fait que vous ayez cliqué sur abonner, n'hésitez pas à le faire si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, ou alors un petit pouce pour m'encourager à continuer. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos mots sur Facebook, tout ça. Enfin, vraiment, c'est hyper sympa, donc merci. On rentre du coup dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui des sérologies de la grossesse et en particulier des 5 sérologies principales qui sont la syphilis, la toxoplasmose, la rubéole, l'hépatite B et le HIV. Allez, c'est parti, la syphilis. Alors, premièrement, la syphilis c'est quoi? Déjà, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible due à une bactérie qui s'appelle la Treponema pallidum. Juste pour info. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des chancres au niveau des organes génitaux. C'est quoi des chancres? C'est des petites lésions rosées, bien délimitées, souvent indolores, non inflammatoires et qui évacuent un petit liquide. Donc souvent, il y a des chancres au niveau des organes génitaux, mais il peut y avoir aussi des atteintes des nerfs ou des viscères. Et ça peut être plusieurs années après contamination, d'où l'importance de la prévention des maladies sexuellement transmissibles par le préservatif, mais aussi par la détection avec les sérologies de grossesse. Le traitement en général, c'est la pénicilline pendant la grossesse, mais aussi en dehors. Deuxièmement, la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, ça vraiment, toutes les femmes enceintes sont au courant. Surtout si vous êtes diagnostiqué entre guillemets toxoplasmose négative, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais été en contact avec ce parasite. C'est quoi le parasite? C'est le Toxoplasma gondii, donc c'est un petit parasite qui existe en particulier chez les chats et qui s'évacue du coup par ses excréments. Comme ça s'évacue par ses excréments, ça contamine un peu tout ce qu'il y a autour. Donc si jamais les excréments se retrouvent dans la verdure, dans les doux pâturages, ça peut contaminer également les bovins, etc. Et ça contamine du coup les légumes, les fruits, bref, tout ce qui est en contact avec la terre. D'où l'importance de très bien laver ces légumes, ces fruits, etc., ces salades, bref, tout ça. Mais aussi de très bien faire cuire la viande, parce que si jamais les bovins, les moutons, les porcs, etc., sont en contact avec ce parasite en mangeant l'herbe, ça peut rentrer dans leur système intestinal et du coup, vous, quand vous achetez de la viande, si vous ne le cuisez pas correctement, c'est-à-dire pas bien cuit, le parasite peut survivre et du coup vous infecter à votre tour. En soi, le fait qu'on soit infecté, nous, si on n'est pas enceinte, c'est pas du tout un problème parce qu'on aura 0 symptômes ou alors des très faibles symptômes, un peu comme la grippe. Vous allez voir, toutes les sérologies dont je vais vous parler, les symptômes sont les mêmes, c'est la grippe, c'est un peu la cata. Mais en tout cas, là, c'est un peu comme la grippe, c'est-à-dire des maux de tête, un état de fatigue, des douleurs articulaires, vous n'êtes pas très bien. Par contre, pendant la grossesse, il peut y avoir plus de risques. Surtout qu'en plus, il passe par le placenta, donc ça peut atteindre votre bébé. Mais ça peut provoquer du coup des choriorétinites. C'est quoi des choriorétinites? C'est juste en gros une inflammation au niveau des yeux. Ça peut provoquer aussi des retards mentaux, une hydrocéphalie, c'est-à-dire un excès de liquide céphalorachidien au niveau du crâne. Il peut y avoir des calcifications cérébrales, enfin bref, il peut y avoir des gros soucis au niveau cérébral et au niveau du crâne, d'où l'importance de détecter ça avant la grossesse ou au tout début pour savoir si vous devez faire attention ou pas. Si vous avez déjà été en contact avec ce parasite, vous êtes considéré comme toxoplasmose positive, donc toxo plus comme on dit nous. Donc si vous êtes toxo plus, vous n'avez rien à craindre, les anticorps que vous avez déjà fabriqués vous protégeront. Par contre, le risque, c'est si vous êtes infecté par ce parasite pour la première fois durant votre grossesse, c'est-à-dire la primo-infection, là, il y a un risque pour votre bébé. La sévérité de l'infection dépendra du nombre et de la virulence de ces parasites. Donc ça veut dire que c'est pas toujours grave, ok? Donc ça, soyez rassurés, c'est pas toujours catastrophique. Sachez aussi que plus c'est tard, moins c'est grave. Donc ça veut dire que si vous attrapez ce parasite en toute fin de grossesse, il y a très peu de chances pour que votre bébé ait une malformation ou une pathologie associée. Par contre, on surveillera tout de même pendant bébé, même si a priori il n'a aucun symptôme, rien du tout et que tout va bien pour lui, pendant 10 mois, c'est sérologie pour être sûr justement qui n'ait pas contracté la maladie. Les traitements, là pour le coup, il y en a un petit peu aussi, et ce sera des antibiotiques. Donc un antibiotique spécifique si jamais vous n'avez pas de symptômes associés ou en tout cas pas d'image échographique associée. Et si par contre on se rend compte que pendant la grossesse votre bébé a l'air atteint, on remplacera cet antibiotique par 2 autres antibiotiques pour vraiment traiter le parasite avec vigueur. Si toutefois malheureusement les signes échographiques sont vraiment mauvais, on pourra éventuellement proposer une interruption médicale de grossesse. Donc ça voilà, on peut l'envisager, d'où l'importance de prévenir et de faire bien attention, vraiment avec une hygiène stricte. Évitez au maximum le contact avec les animaux tels que le chat. Donc si jamais vous avez un chat par exemple à la maison et qu'il ne sort absolument jamais, il y a du coup quasiment 0 risque qu'il l'attrape, sauf s'il sort ou alors que vous lui faites manger
des produits qui sont eux-mêmes en contact, c'est-à-dire que vous lui donnez par exemple des bouts de salade et sur la salade il y a le parasite, voilà, vous avez tout de même un risque mais il est quand même extrêmement faible. Faites aussi attention du coup à vos fruits et vos légumes, qu'ils soient bien lavés correctement parce que ça malheureusement vous pouvez l'attraper comme ça, et faites bien cuire votre viande comme je vous l'ai expliqué juste avant parce que le parasite peut être présent dans la viande, donc si elle est bien cuite ça va bien détruire le parasite, donc faites attention à ça. Si jamais vous avez un chat et que vous voulez changer la litière, soit faites-le tous les jours, parce que du coup le parasite, le moment où ça peut être dangereux pour vous, c'est 3-4 jours après que les excréments aient eu lieu. Soit vous laissez faire à votre conjoint, donc ça je pense que c'est un peu le bon plan, vous demandez à votre conjoint de le faire et puis du coup là vous n'avez pas de risque et vous ne serez pas en contact. Troisièmement, la rubéole. La rubéole, du coup, c'est une infection virale contagieuse. C'est un virus, c'est le virus Togaviridae, juste pour votre information. En général, on est vacciné entre 12 et 14 mois de vie, en même temps que les oreillons, je crois, et la rougeole. Donc si on a été vacciné et qu'on a réagi au vaccin, on considère qu'on est rubéole plus, c'est comme ça qu'on dit. Par contre, si on est rubéole négatif, ça veut dire que vous n'avez jamais été vacciné ou alors vous n'avez pas répondu à votre vaccin. Là, il y a un risque du coup pendant la grossesse. Si jamais vous le contractez pendant la grossesse, il y a un risque de malformation de votre bébé. Sachez que comme la toxoplasmose, plus c'est tôt, plus c'est grave, plus c'est tard, moins c'est grave. Après 22 semaines, il n'y a quasiment pas de risque pour votre bébé, contrairement à la toxoplasmose. Mais après 22 semaines pour la rubéole, généralement les risques sont vraiment très faibles et donc là vous êtes à peu près tiré d'affaire, donc ça c'est bien. Les symptômes c'est toujours pareil, c'est un peu la grippe, donc traité avec du Doliprane, c'est-à-dire des douleurs articulaires, de la fatigue, etc. Et donc pendant la grossesse, les risques sont très élevés de malformation mais aussi de fausse couche, vous pouvez perdre votre bébé à cause de ça ou alors d'accouchement prématuré, le travail se mettra en route plus tôt que prévu. Le dernier risque, c'est que votre bébé naisse avec la rubéole et du coup à ce moment-là, il est extrêmement contagieux. Et parfois, ça peut être une apparition de boutons un peu partout, très caractéristique, et ça c'est votre médecin qui vous dira ce que c'est. Si malheureusement votre bébé est atteint durant les 3 premiers mois, on proposera également une interruption médicale de grossesse à cause du coup du risque de malformation qui sera trop élevé. C'est pour cette raison que le vaccin, si jamais vous êtes adulte en âge de procréer et que vous voulez un bébé, que vous avez planifié ça et que vous n'avez jamais été vacciné, on vous donnera le vaccin par voie sous-cutanée ou par voie intramusculaire, seulement sous 2 conditions. Première condition, c'est que vous soyez sous contraceptif depuis minimum 1 mois pour que ce soit efficace. Et la deuxième, c'est que vous attendiez avant de faire un enfant pendant minimum 2 mois. D'accord ? Pour justement que le corps ait le temps de fabriquer les anticorps et qui combattent ce virus pour ne pas que votre bébé soit atteint si jamais vous deviez l'avoir pendant la grossesse. Si jamais vous êtes déjà enceinte et qu'on découvre que vous êtes rubéole négative, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été vacciné ou que vous n'avez pas réagi au vaccin, on vous reproposera un vaccin du coup en postpartum, c'est-à-dire post-naissance de votre bébé. Pourquoi ? Parce que parfois il faut 2 fois le vaccin pour réagir au produit. Donc c'est pour ça qu'on réessaiera une 2e fois. Si par contre on se rend compte que même au bout de la 2e fois vous réagissez toujours pas, ça ne sert à rien de vous vacciner sans arrêt puisque de toute façon vous ne répondez pas à ce vaccin. C'est rare mais ça existe. Quatrièmement, l'hépatite B. Alors l'hépatite B, ça concerne quand même 300 000 personnes en France alors qu'il existe un vaccin pour lutter contre. La plupart du temps, il y a 0 symptômes. Parfois, c'est simplement des petits symptômes bénins tels que la grippe. Et oui, encore et toujours. Mais par contre, dans 5% des cas, l'hépatite peut se transformer en hépatite chronique et ça peut s'aggraver en cirrhose. Donc le cirrhose, c'est quoi? C'est en gros quand le foie commence à être trop atteint, il devient très malade. Et le problème, c'est que c'est un organe vital. Donc si votre foie n'arrive plus à fonctionner correctement, vous risquez de tomber dans le coma et de mourir. C'est pour ça que c'est très rare, c'est vrai, mais c'est très dangereux. Donc c'est pour ça que si vous pouvez vous faire vacciner, c'est vraiment l'idéal pour combattre cette hépatite. C'est tout de même 100 fois plus contagieux que le VIH, donc c'est quand même pas anodin. Hein. Pendant la grossesse, on fait une prise de sang et on dépiste l'antigène HBS. Si vous avez un antigène HBS positive, ça veut dire que vous êtes atteinte de l'hépatite B et que la charge virale est très élevée, alors on pourra vous donner un médicament durant le 3e trimestre de grossesse pour protéger votre bébé et diminuer le risque de transmission. Si par contre la charge virale est négative, là vous accouchez normalement, il n'y a pas de problème. Et à la naissance de votre bébé, on donnera du coup à votre bébé dès les premières heures de vie. Alors nous dans notre hôpital, on ne le donne dès la salle de naissance, mais après vous pouvez attendre encore 12 à 24 heures pour le faire. On lui donnera le vaccin plus des immunoglobulines. On fait les 2 en même temps. Nous, pourquoi on le fait dès la salle de naissance? Parce qu'une fois que votre bébé a été vacciné,
on peut envisager de le mettre au sein. Donc je ne sais pas si vous souhaitez allaiter votre bébé, c'est quand même mieux. Comme ça permet de protéger votre bébé et de diminuer le risque de transmission. Si vous ne voulez pas l'allaiter, si vous souhaitez un allaitement artificiel, c'est vrai que ça ne change rien. Mais nous, en systématique, comme ça au moins on est sûr. Et il n'y a pas de regret si jamais la maman change d'avis et que finalement elle veut le mettre au sein. Au moins son bébé est protégé. Donc, votre bébé aura une deuxième dose à 1 mois de vie et une troisième dose à 6 mois de vie. C'est quand même efficace pour 95% des nouveau-nés. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. C'est pour ça que si jamais vous l'avez, pas de panique, votre bébé devrait bien s'en sortir si jamais vous faites les choses correctement. Enfin, cinquièmement, le VIH. Donc c'est quoi le VIH? C'est le virus d'immunodéficience humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est un virus qui attaque le système immunitaire des patients ou des patientes. En diminuant le système immunitaire et en abîmant les défenses de la personne, les maladies opportunistes, donc c'est-à-dire des maladies quelconques, qui peuvent être même un simple rhume. Si jamais il n'y a pas de défense, la personne ne peut pas se protéger contre un simple rhume et peut en mourir. C'est pour ça que ça peut être catastrophique. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la trithérapie qui est de mieux en mieux tolérée grâce à la diminution des effets secondaires du traitement, il y a beaucoup de personnes qui vivent très bien avec le VIH. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier le préservatif pour prévenir cette maladie sexuellement transmissible. D'accord? C'est vraiment hyper important. Chaque année, il y a 7000 contaminations qui sont réalisées malheureusement et 150 000 personnes qui sont atteintes en France. C'est un nombre, certes, qui peut paraître soit énorme, soit anodin, je ne sais pas, ça dépend à quoi vous le comparez, mais clairement, on pourrait diminuer encore ce nombre et diminuer le nombre de personnes atteintes. C'est une maladie chronique, c'est pénible au quotidien, on doit prendre tout le temps des cachets. Donc clairement, si jamais vous pouvez l'éviter en mettant le préservatif, faites-le s'il vous plaît. Si vous ne prenez pas de traitement, sachez qu'il y a quand même 20% de risque que votre bébé soit contaminé. Sachez par contre que si vous prenez votre traitement de manière adéquate, il n'y a que 1 à 2% de risque. Donc ça vaut vraiment le coup. Éventuellement, parfois, on peut proposer du coup la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples, soit parce que c'est papa qui est atteint et pas maman, soit parce que c'est maman et pas papa, soit parce que c'est les deux. Enfin voilà, ça on verra un peu au fur et à mesure et ça sera chaque cas dépendant. Vous verrez ça du coup avec votre médecin. Si jamais la charge virale est indétectable, sachez que la voix basse est tout à fait autorisée et ce n'est plus du tout une césarienne de manière systématique. Simplement, votre bébé quand il naissra, il aura le traitement l'AZT, du coup le rétrovir, pendant ces 6 premières semaines de vie. Et enfin, contrairement à l'hépatite B, on ne permet pas du coup l'allaitement artificiel, en tout cas on le déconseille vraiment fortement pour éviter le risque de transmission. Enfin, je vais vous parler un peu du CMV, le cytomégalovirus. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un virus qui se transmet par tous les fluides corporels, c'est-à-dire les urines, la salive, les postillons, le sang, enfin vraiment tout ce qui est possible. C'est un virus qui est très peu contagieux mais qui l'est à force d'avoir beaucoup de répétitions. Donc c'est surtout pour les patientes par exemple qui sont en contact avec de jeunes enfants et en plus de manière répétée. Donc par exemple celles qui travaillent en crèche, celles qui travaillent comme puéricultrice, comme assistante maternelle, etc. Là il y a plus de risques et éventuellement on peut proposer soit un dépistage systématique, soit un dépistage sur signe d'appel. Les symptômes, comme d'habitude, c'est un peu les symptômes de grippe, c'est-à-dire fatigue, courbature et maux de tête. Ça peut aussi faire des atteintes plus graves comme atteindre la rétine, faire une inflammation neurologique ou une inflammation digestive. Donc là, ça devient un peu moins cool. Il y a 300 enfants à peu près par an qui naissent avec le CMV et 72% d'entre eux ont 0 symptômes. D'accord? Donc de nouveau, pas de panique si jamais vous êtes atteinte du CMV pendant votre grossesse. Parfois, malheureusement, ça fait quand même des troubles du développement avec un retard mental, une surdité, etc. Et donc parfois, surtout pendant les 3 premiers mois de grossesse, on peut de nouveau proposer une interruption médicale de grossesse. Alors on détecte comment? On détecte par prise de sang. Si jamais vous êtes CMV négative, bon ben voilà c'est fait, vous n'avez pas le virus en vous. Si par contre il est positif, on peut éventuellement proposer une amniosynthèse. À l'amniosynthèse, soit elle est complètement normale et on fait simplement un suivi échographique, et malheureusement elle est anormale, et là on pourra proposer une interruption médicale de grossesse. Mais de nouveau, dans la majorité des cas, tout se passe très bien. La prévention, du coup, c'est vraiment l'hygiène stricte, donc beaucoup se laver les mains, éviter le contact avec les urines, avec la salive, les postillons d'un enfant, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment des règles d'hygiène simples et basiques, mais n'hésitez pas à demander à votre médecin si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce pour m'encourager ou à mettre un commentaire.
Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour les abonnés que j'ai déjà. Nous sommes 79. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!